Ma famille m'humiliait, j'ai gagné des millions à la loterie et j'ai caché ma vengeance a été parfaite. Ils étaient tous là, figés devant l'écran géant que j'avais fait installer. Mon frère Marcel, rouge de honte, regardait ses propres mots défiler. Elle ne comprendra jamais, cette vieille folle. On mérite cet argent plus qu'elle. Les enfants Sylvie et Thomas, bouche bée, découvraient que leur tante Claire, cette femme qu'il avait toujours considérée comme une moins que rien, possédait désormais leur maison, leurs dettes, leur vie. 65 ans que j'attendais ce moment. 65 ans de sacrifices, d'humiliation, de sourires forcés. Mais ce soir, pour les 70 ans de Marcel, j'avais transformé sa fête en tribunal public. Et le verdict tombait enfin. Cette histoire a commencé par une matinée ordinaire de décembre, dans la petite maison de ma petite fille Emma. Le Mistral soufflait fort sur notre village provençal, faisant claquer les volets et siffler les tuiles. J'étais venu réparer sa tablette qui plantait sans arrêt depuis des semaines. Emma, 15 ans, était la seule personne de ma famille qui me parlait encore avec respect. Peut-être parce qu'elle était trop jeune pour connaître tous les ragots que sa mère Sylvie répandait sur mon compte, ou peut-être parce qu'elle avait hérité de la bonté de son grand-père Pierre, mon défunt mari. En manipulant l'appareil récalcitrant, essayant de comprendre pourquoi il se bloquait constamment sur l'application de messagerie, j'ai remarqué une notification persistante. Par curiosité, j'ai ouvert l'onglet et là, sous mes yeux incrédules, s'étalaient des dizaines de messages. Des conversations entre mes propres enfants, mon frère Marcel, même leurs conjoints. Tous parlaient de moi comme d'un fardeau encombrant, d'une vieille bonne femme sénile qui ne méritait pas l'héritage que Pierre m'avait légué avant sa mort brutale d'un infarctus, 3 ans plus tôt. Les premiers mots que j'ai lus m'ont transpercé comme une lame glacée. Sylvie écrivait avec une désinvolture effrayante, « Maman devient vraiment gâteuse. Hier elle a encore oublié où elle avait mis ses clés. J'ai trouvé ses lunettes dans le frigo. C'est le moment parfait pour la faire interner avant qu'elle dilapide tout. Papa n'aurait jamais voulu qu'elle gâche son héritage avec sa démence naissante. » Thomas, mon fils que j'avais porté pendant 9 mois difficiles, que j'avais allaité, consolé dans ses chagrins d'enfant, lui répondait avec une froideur qui m'a glacé le sang, « T'as totalement raison, Frangine. Et puis franchement, qu'est-ce ce qu'elle va faire de tout cet argent à son âge? Elle sait même pas se servir d'un smartphone correctement. » L'autre jour elle m'a appelé pour me demander comment envoyer un email. Une femme pareille peut pas gérer un patrimoine de plusieurs centaines de milliers d'euros. Marcel, mon propre frère, celui que j'avais aidé à monter son entreprise 20 ans plus tôt en lui prêtant mes économies sans jamais les réclamer, avait ajouté son venin, « J'ai déjà parlé à Maître Bertrand, l'avocat spécialisé dans ces affaires. Avec son âge et ses petits oublis de plus en plus fréquents, ça devrait pas être compliqué de prouver qu'elle est plus en état de gérer ses affaires. Une expertise psychiatrique, quelques témoignages de nous tous sur son état mental dégradé, et on pourra obtenir une tutelle. » Moi comme administrateur légal, bien sûr. Mes mains tremblaient en tenant cette tablette maudite. Ces enfants pour qui j'avais sacrifié ma jeunesse, mes rêves, mes ambitions. Après la mort prématurée de leur père quand ils étaient encore adolescents, j'avais travaillé comme une forcenée pour qu'ils ne manquent de rien. Femme de ménage chez les bourgeois d'Aix-en-Provence, couturière à domicile jusqu'à tard dans la nuit, garde d'enfants les week-ends, j'avais accepté tous les petits boulots pour financer leurs études supérieures. J'avais renoncé à refaire ma vie sentimentale pour être entièrement disponible, déclinant les avances de plusieurs hommes bien sous tout rapport qui auraient pu m'apporter bonheur et sécurité. Et voilà comment ils me remerciaient. En planifiant froidement de me faire passer pour folle pour récupérer l'héritage de Pierre. Un héritage que j'avais d'ailleurs largement contribué à constituer en gérant nos finances avec parcimonie pendant 42 ans de mariage, en renonçant à 1000 plaisirs pour que nous puissions acheter cette maison, investir dans l'entreprise de maçonnerie de Pierre, épargner pour nos vieux jours. Mais le pire restait à découvrir. En fouillant plus profondément dans les fichiers de cette tablette diabolique, j'ai trouvé un dossier audio caché dans les téléchargements. Un enregistrement de 15 minutes que Marcel avait visiblement fait par inadvertance lors d'une conversation téléphonique avec un homme que je ne connaissais pas. La qualité était médiocre, mais les voix étaient parfaitement audibles. Ce que j'y ai entendu a failli me faire perdre connaissance. Marcel expliquait avec un cynisme révoltant comment il avait manipulé Pierre pendant les derniers mois de sa vie. Comment il l'avait progressivement convaincu que j'étais devenu irresponsable financièrement, que je dépensais sans compter, que je risquais de dilapider notre patrimoine par inconscience.
Il décrivait avec un luxe de détails révoltant les fausses preuves qu'il avait fabriquées, des factures gonflées, des relevés de comptes truqués, des témoignages bidons de commerçants prétendument inquiets de mes achats compulsifs. L'homme au bout du fil, que Marcel appelait Maître Dubois, était manifestement un notaire peu scrupuleux. Il répondait à Marcel, « Votre stratégie est parfaite. Pierre vous fait confiance aveuglément, c'est normal après toutes ces années d'amitié. Une fois qu'il aura modifié son testament pour placer les biens principaux sous votre administration, votre belle-sœur ne pourra plus rien faire. Et même si elle conteste, qui croira une veuve éplorée contre un homme d'affaires respecté comme vous ?» Marcel ricanait, « Exactement. Et puis j'ai déjà commencé à préparer le terrain dans le village. J'ai glissé à droite et à gauche que Claire donnait des signes inquiétants, qu'elle oubliait des rendez-vous, qu'elle répétait les mêmes histoires. Quand Pierre ne sera plus là pour la défendre, tout le monde sera déjà convaincu qu'elle perd la boule. Ce sera un jeu d'enfant de la faire déclarer inapte. » Cette révélation m'a littéralement anéanti. Pierre, l'homme de ma vie, était mort en pensant que j'étais devenue une dépensière compulsive et irresponsable. Il avait quitté ce monde en croyant sincèrement qu'il fallait me protéger de moi-même, que son frère Marcel était le seul à pouvoir préserver notre patrimoine de ma supposée inconséquence. Mon propre mari, celui qui m'avait juré amour et fidélité jusqu'à la mort, avait été empoisonné par les mensonges de mon frère jusqu'à douter de ma raison. La suite de l'enregistrement révélait l'ampleur de la machination. Marcel avait orchestré méthodiquement mon isolement social depuis la mort de Pierre. Dans d'autres messages retrouvés sur la tablette, je découvrais comment il avait répandu ces rumeurs venimeuses dans tout notre village de 800 habitants. Il était allé voir Madame Dubois, la boulangère, pour lui confier ses soi-disant inquiétudes sur mon état mental. « Claire me préoccupe beaucoup. Hier je l'ai croisée au supermarché, elle avait l'air complètement perdue. Elle cherchait le rayon boucherie depuis 20 minutes alors qu'elle était juste à côté. Monsieur le maire, le pharmacien, avait eu droit à une autre version, ma belle-sœur oublie de prendre ses médicaments. L'autre jour elle est venue me demander si Pierre était rentré de voyage alors que ça fait 6 mois qu'il est mort. C'est très inquiétant à son âge. Et dire qu'elle gère encore toute la comptabilité de ses affaires. Il faudrait vraiment qu'un médecin l'examine. » Peu à peu, Marcel avait empoisonné l'opinion de tous mes voisins, de tous les commerçants, de toutes les personnes qui me connaissaient depuis des décennies. Ces gens qui me regardaient bizarrement depuis quelques mois, qui me parlaient avec cette condescendance particulière qu'on réserve aux personnes diminuées, tous avaient été manipulés par les mensonges de mon frère. Il leur avait même montré de faux documents, des factures trafiquées qui prouvaient soi-disant que j'étais endettée jusqu'au cou, que je multipliais les achats inconsidérés. Mes propres enfants avaient gobé ces mensonges sans même prendre la peine de vérifier. Sans même me demander des explications. Ils étaient trop pressés de mettre la main sur ce qu'ils considéraient déjà comme leur héritage légitime. Thomas avait même écrit à Marcel, « De toute façon, maman a jamais été très futée avec l'argent. Tu te souviens comme elle comptait ses centimes quand on était petit ? Maintenant qu'elle a les moyens, elle se venge en dépensant n'importe comment. » C'est psychologique. Assise dans ce salon silencieux, tenant cette tablette maudite entre mes mains moites, j'ai senti quelque chose se briser définitivement en moi. Non pas mon cœur, qui était déjà brisé depuis longtemps par leur mépris quotidien, mais plutôt mes dernières illusions sur la nature humaine. Ces gens qui partageaient mon sang, qui portaient mon nom, qui avaient grandi dans mes bras, étaient capables du pire pour satisfaire leur cupidité. Ils n'avaient aucun scrupule à détruire ma réputation, ma dignité, ma liberté pour s'enrichir. Mais en même temps, une détermination froide commençait à naître en moi. Ils voulaient me prendre pour une vieille folle ? Parfait. J'allais jouer leur jeu. Mais d'abord, il fallait que je vérifie quelque chose d'urgent. Ce billet de loterie que j'avais acheté la semaine précédente, presque machinalement, en faisant mes courses hebdomadaires au Leclerc. Je l'avais glissé dans mon portefeuille sans y penser et complètement oublié ensuite. Avec toutes ces révélations qui me retournaient l'estomac, j'avais besoin de savoir si le destin ne m'envoyait pas un petit signe d'espoir. De retour chez moi dans ma petite maison au volet bleu, celle que Pierre et moi avions achetée en 1985 avec nos premières vraies économies, j'ai allumé la vieille télévision Philips du salon juste à temps pour le tirage du mercredi soir. Les boules colorées tournoyaient dans leur sphère transparente comme des planètes miniatures. Le présentateur, avec son sourire professionnel, égrenait les numéros d'une voix théâtrale, 7,
14, 23, 31, 45, et le numéro chant suite. Mon cœur s'est mis à battre si violemment que j'ai cru qu'il allait exploser dans ma poitrine. J'avais tous les numéros. Absolument tous. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à vérifier une deuxième fois, puis une troisième, puis une quatrième. Pas d'erreur possible. 18 600 000 euros. Une fortune qui me tombait du ciel au moment exact où ma famille complotait pour me dépouiller. Pour la première fois depuis des mois, j'ai souri. Un vrai sourire, profond et libérateur. Le destin venait de me donner les armes de ma vengeance. Marcel et mes enfants voulaient jouer avec moi? Parfait. Mais ils ne savaient pas encore à qui ils avaient affaire. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de Pierre, j'ai dormi d'un sommeil profond et réparateur. Mes rêves étaient peuplés de projets délicieux et de retournements de situations savoureux. Le lendemain matin, j'ai commencé ma nouvelle vie. En apparence, rien n'avait changé. Toujours la même Claire, un peu voûtée par l'arthrose, un peu lente dans ses gestes, qui faisait ses achats quotidiens au marché en saluant poliment les commerçants. Je portais mes mêmes cardigans un peu déformés, mes mêmes chaussures confortables mais peu élégantes, je gardais mes cheveux gris tirés en chignon serré. Personne n'aurait pu deviner qu'intérieurement, j'étais devenue une autre femme. Une femme qui avait un plan précis et les moyens de le réaliser. Ma première démarche a été d'aller discrètement récupérer mon gain à la Française des Jeux, en exigeant la confidentialité la plus absolue. J'ai signé tous les papiers nécessaires pour rester anonyme, refusé catégoriquement toute publicité ou interview. Puis j'ai ouvert un compte dans une banque privée prestigieuse d'Aix-en-Provence, loin de mon village, sous mon nom de jeune fille que je n'avais pas utilisé depuis mon mariage. Claire Moreau n'existait désormais plus que dans les papiers familiaux. Madame Claire Rousseau venait d'entrer discrètement dans le club très fermé des multimillionnaires français. Ma conseillère financière, une femme brillante d'une quarantaine d'années qui m'a immédiatement traité avec le respect dû à ma nouvelle fortune, m'a aidé à élaborer une stratégie patrimoniale sophistiquée. Création de sociétés civiles immobilières, ouverture de comptes offshore parfaitement légaux, placements diversifiés, tout a été mis en place pour que ma richesse soit à la fois protégée et disponible pour mes futurs projets de vengeance. Ma première décision stratégique a été d'engager un détective privé. Un homme discret et efficace, ancien commissaire de police reconverti dans le privé, que ma banque m'avait chaudement recommandé. Monsieur Valéry avait une réputation excellente pour ce type d'enquête délicate. Je voulais tout savoir sur les agissements de ma famille. Absolument tout. Leurs dettes cachées, leurs petits secrets honteux, leurs faiblesses, leurs habitudes, leurs projets. En 2 semaines d'investigation intensive, j'avais entre les mains un dossier complet de 50 pages sur chacun d'eux. Ce que j'ai découvert dépassait mes pires soupçons. Sylvie et son mari Gérard étaient endettés jusqu'au cou à cause de leur train de vie démesuré. Ils avaient contracté 3 crédits à la consommation pour financer leurs vacances aux Maldives, leur nouvelle cuisine équipée haut de gamme, et la voiture de sport de Gérard. Leur mensualité totale représentait les 3/4 de leurs revenus, ils vivaient au jour le jour en jonglant avec leurs découverts bancaires. Pire encore, Gérard entretenait secrètement une maîtresse à Paris, une jeune femme de 25 ans à qui il payait un appartement et des études d'art dramatique. Thomas n'était pas en reste. Sa société de consulting en informatique, qu'il présentait comme florissante, était en réalité au bord de la faillite. Il avait perdu ses 3 principaux clients l'année précédente à cause de prestations bâclées et de retards chroniques. Pour maintenir les apparences, il avait contracté un prêt professionnel énorme qu'il n'arrivait plus à rembourser. Sa femme Nathalie ignorait tout de leurs difficultés financières et continuait à dépenser comme si tout allait bien, organisant des dîners coûteux et s'offrant des vêtements de marque. Mais Marcel, mon propre frère, était encore pire que tout ce que j'avais imaginé. Le détective avait découvert qu'il détournait systématiquement des fonds de l'association caritative Les Amis des Aînés qu'il dirigeait depuis une décennie avec les honneurs. Des milliers d'euros destinés aux repas à domicile, aux aides ménagères, aux soins infirmiers pour les personnes âgées démunies de notre région, tout passait dans sa poche pour financer son mode de vie luxueux. Ses vacances annuelles aux Seychelles, sa nouvelle Mercedes, les bijoux qu'il offrait à sa femme Monique, tout était payé avec l'argent du malheur.
Le plus révoltant, c'est qu'il se faisait photographier lors des galas de charité en serrant la main de personnalités locales, en remettant des chèques symboliques à des œuvres humanitaires, en jouant les bienfaiteurs de l'humanité. Sa réputation d'homme généreux et intègre dans tout le département n'était qu'une façade derrière laquelle se cachait un escroc de la pire espèce. Armé de toutes ces informations explosives, j'ai commencé à tisser patiemment ma toile de vengeance. J'ai passé les semaines suivantes à perfectionner mon rôle de vieille dame légèrement désorientée. Je posais des questions naïves à mes enfants sur leur situation, je manifestais des inquiétudes touchantes sur leur avenir financier, je mentionnais avec une feinte candeur mes propres difficultés à comprendre les complexités bancaires modernes. Ils se frottaient littéralement les mains en m'écoutant, persuadés que leur plan avançait à merveille. Sylvie a même eu l'audace de me suggérer très naturellement de rencontrer un spécialiste des questions successorales qui pourrait, selon elle, m'aider à optimiser la gestion de mon patrimoine. En réalité, c'était l'avocat véreux Maître Dubois avec qui Marcel était déjà en cheville. Il pensait que j'étais trop naïve pour comprendre leurs manœuvres. Pendant ce temps, dans le plus grand secret, j'achetais méthodiquement tout ce qui pouvait me donner un pouvoir sur eux. Ma première acquisition a été la maison de Marcel, cette belle demeure bourgeoise avec piscine qu'il habitait depuis 15 ans dans le quartier résidentiel d'Aix. Il ne payait plus son crédit immobilier depuis 8 mois et la banque s'apprêtait à procéder à une saisie. Une transaction rapide et discrète, menée par l'intermédiaire d'une de mes sociétés civiles, et voilà la propriété qui changeait de main sans que Marcel s'en doute une seconde. Puis j'ai racheté méthodiquement toutes les dettes de Sylvie et Thomas. Leurs banques respectives étaient ravies de céder ces créances douteuses à une société de recouvrement fantôme que j'avais créée spécialement. En quelques semaines, j'étais devenue leur principale créancière sans qu'il ait la moindre idée de ma nouvelle identité financière. J'étais désormais en position de contrôler totalement leur avenir économique. Mais mon coup de maître, le joyau de ma stratégie, a été l'acquisition du Café de la Place, ce bistrot emblématique du village où toute ma famille se retrouvait religieusement chaque dimanche après la messe pour boire l'apéritif et échanger les derniers potins. Monsieur Arnaud, le propriétaire depuis 30 ans, cherchait à vendre depuis plusieurs mois pour prendre sa retraite bien méritée et rejoindre sa fille en Bretagne. Une offre généreuse de ma part, largement supérieure au prix du marché, et l'affaire était rapidement conclue. Désormais, quand mes enfants et mon frère venaient savourer leur pastis du dimanche en médisant allègrement sur la pauvre Claire qui perdait la boule, ils ne savaient pas qu'ils versaient leurs euros sonnants et trébuchants directement dans la caisse de la pauvre Claire en question. L'ironie de la situation me procurait un plaisir intense chaque fois que j'y pensais. Les mois ont passé et ma double vie s'est organisée avec une efficacité redoutable. Le jour, j'étais Claire Moreau, la veuve un peu diminuée qui s'embrouillait avec sa télécommande et oubliait le nom de ses voisins. Le soir, je devenais Madame Rousseau, femme d'affaires avisée qui gérait un empire financier naissant et préparait méticuleusement sa vengeance. Cette schizophrénie contrôlée me donnait une énergie que je n'avais plus ressentie depuis ma jeunesse. J'ai embauché une femme de ménage pour ma vraie maison, celle que j'avais secrètement achetée dans les collines au-dessus d'Aix, une magnifique bastide provençale avec vue panoramique sur la montagne Sainte-Victoire. Officiellement, je continuais à vivre dans ma petite maison du village, mais je passais mes week-ends dans ma nouvelle demeure, savourant le luxe que ma fortune me permettait désormais. La phase suivante de mon plan nécessitait une préparation encore plus minutieuse. Marcel organisait traditionnellement ses anniversaires au Café de la Place, transformant l'événement en grande fête villageoise où tout le gratin local était convié. Une tradition qui durait depuis plus de 20 ans et qui faisait de lui le centre d'attention annuel de notre petite communauté. Cette année, pour ses 70 ans, il avait prévu quelque chose de particulièrement grandiose pour marquer cette étape symbolique. Parfait. J'allais lui offrir une fête qu'il n'oublierait jamais, ni lui ni personne d'autre. En tant que nouvelle propriétaire du café, j'avais évidemment accepté avec un empressement fin d'organiser cet événement mémorable. Marcel était ravi de constater que le nouveau propriétaire se montrait si coopératif et généreux. Il ne pouvait évidemment pas savoir que c'était sa propre belle-sœur qui tirait maintenant toutes les ficelles de sa existence sociale. J'ai fait appel à une société de location de matériel audiovisuel haut de gamme pour équiper la salle. Écran géant de dernière génération, système de sonorisation professionnel digne d'une salle de concert, éclairage sophistiqué, tout ce qu'il fallait pour une présentation digne des plus grands théâtres.
Quand Marcel m'a demandé avec étonnement pourquoi tant de sophistication technologique pour un simple anniversaire familial, j'ai innocemment prétexté que le nouveau propriétaire souhaitait moderniser son établissement et impressionner sa clientèle avec du matériel dernier cri. Il a trouvé l'idée absolument formidable, ce pauvre imbécile. Il ne se doutait pas qu'il allait être la vedette involontaire du spectacle le plus humiliant de sa misérable existence. En parallèle, j'ai engagé un expert informatique de très haut niveau, ancien ingénieur chez Apple reconverti dans la sécurité numérique, pour compiler et organiser tous les éléments compromettants que j'avais patiemment collectés. Messages WhatsApp, email, enregistrements audio, documents falsifiés, preuves comptables des détournements de Marcel, tout devait être présenté de manière chronologique et irréfutable. L'expert, un jeune homme brillant et discret qui travaillait habituellement pour de grandes entreprises en cas de litige, a réalisé un travail absolument remarquable. Tous leurs petits secrets étaient maintenant organisés dans un diaporama multimédia percutant que même un enfant de 10 ans aurait pu comprendre sans difficulté. Les dernières semaines avant la fête, j'ai intensifié mon numéro d'actrice. Je me montrais de plus en plus confuse, de plus en plus fragile, de plus en plus dépendante. J'oubliais volontairement mes rendez-vous médicaux, je répétais les mêmes questions plusieurs fois dans la même conversation, je donnais l'impression d'une femme qui perdait progressivement contact avec la réalité. Mes performances étaient si convaincantes que même Emma, ma petite fille chérie, commençait à s'inquiéter sincèrement pour ma santé mentale. Mes enfants et Marcel jubilaient littéralement. Ils voyaient enfin leur plan machiavélique se concrétiser sous leurs yeux ravis. Sylvie a même commencé à évoquer ouvertement et sans aucune retenue mon internement imminent, prétendument pour mon propre bien et ma sécurité. Thomas renchérissait en expliquant doctement à qui voulait l'entendre qu'il était irresponsable de laisser une personne dans mon état gérer un patrimoine conséquent sans supervision familiale. La veille de l'anniversaire fatidique, un événement a failli compromettre tous mes plans minutieusement élaborés. Emma, ma courageuse petite fille, m'a téléphoné en larmes vers 20h. Elle venait d'entendre ses parents discuter de moi dans des termes d'une cruauté révoltante, planifiant mon internement prochain comme s'il organisait des vacances d'été. Cette enfant sensible et intelligente souffrait sincèrement de voir comment sa famille traitait sa grand-mère. J'ai failli tout lui révéler à ce moment-là, lui expliquer que sa grand-mère chérie n'était pas du tout la pauvre femme diminuée que tout le monde croyait, qu'elle préparait au contraire la plus belle vengeance de l'histoire familiale. Mais c'était beaucoup trop risqué à moins de 24 heures du dénouement. Un seul mot de travers, une seule indiscrétion involontaire de sa part, et tout mon édifice minutieusement construit s'écroulait lamentablement. J'ai donc consolé Emma avec des mots rassurants, lui promettant que tout s'arrangerait bientôt, que grand-mère savait se défendre mieux qu'elle ne le pensait. Cette nuit-là, malgré l'excitation et l'appréhension, j'ai dormi du sommeil du juste. Demain serait le jour de la justice. Demain, toutes les humiliations seraient vengées. Demain, il découvrirait qui était vraiment Claire Moreau, née Rousseau. Le jour J est enfin arrivé. Un samedi de juin absolument magnifique, avec ce soleil généreux de Provence qui dore les pierres anciennes et fait chanter les cigales dans les pins parasols. Tout le village semblait s'être donné rendez-vous au café de la place pour célébrer dignement les 70 ans de Marcel, cette figure respectée de notre communauté. J'étais arrivé très tôt, officiellement pour superviser les derniers préparatifs, en réalité pour vérifier une dernière fois que tout mon matériel technologique fonctionnait parfaitement. L'écran géant trônait majestueusement au fond de la salle principale. Les haut-parleurs étaient discrètement dissimulés dans tous les recoins, les projecteurs étaient orientés avec une précision millimétrique. Mon expert informatique m'avait remis la veille une télécommande ultramoderne qui déclencherait automatiquement tout le spectacle d'un simple clic. Plus de 2 ans de préparation minutieuse allaient se jouer dans les prochaines heures. Les premiers invités ont commencé à affluer vers 18h. Toutes les familles influentes du village, les commerçants prospères, les artisans reconnus, les fonctionnaires respectés, même le maire en personne et monsieur le curé de notre paroisse. Marcel avait aussi invité quelques personnalités du département venues spécialement d'Aix-en-Provence pour honorer cet homme qu'ils considéraient tous comme un pilier de la société locale et un bienfaiteur des plus démunis. Marcel rayonnait littéralement de bonheur et de fierté. Il se pavanait entre les tables, serrant les mains, embrassant les joues, recevant les félicitations avec une modestie feinte qui me révulsait. Sa femme Monique, parée de bijoux que je savais maintenant acheter avec l'argent volé aux pauvres, l'accompagnait dans sa tournée triomphale.
Ils formaient le couple parfait aux yeux de tous, distingué, généreux, respectable. Si seulement ces braves gens savaient. Sylvie et Thomas étaient également présents avec leurs conjoints respectifs, jouant parfaitement leur rôle d'enfants attentionnés et de neveux dévoués. Ils me faisaient des sourires hypocrites en me demandant comment j'allais, si je n'étais pas trop fatiguée par cette soirée exceptionnelle. Leur sollicitude factice me donnait envie de vomir, mais j'ai gardé mon masque de vieille dame touchante et un peu perdue. Plus que quelques heures à tenir dans ce rôle de composition. Vers 20h, après l'apéritif traditionnel et le repas copieusement arrosé, Marcel a pris la parole pour remercier chaleureusement tous ses invités. Il s'est lancé dans un discours larmoyant sur sa vie, ses valeurs humanistes, son engagement désintéressé pour les plus défavorisés de notre société. Chaque mot était un mensonge éhonté, chaque phrase une gifle aux véritables victimes de sa cupidité criminelle. Il a évoqué avec une émotion parfaitement simulée tous les repas qu'il avait permis de servir aux personnes âgées isolées, tous les soins médicaux qu'il avait financés pour les plus démunis, toutes les aides ménagères qu'il avait envoyées chez les grands-parents en difficulté. L'assistance l'écoutait religieusement, émue aux larmes par tant de générosité et de dévouement. Si elle savait que cet argent avait en réalité servi à payer ses costumes sur mesure et ses voyages de luxe. Puis est venu le moment tant attendu des cadeaux. Sylvie et Thomas lui ont offert en grande pompe un voyage en croisière de prestige en Méditerranée, qu'ils comptaient secrètement financer avec mon argent une fois leur plan d'internement réalisé. D'autres invités ont suivi avec leurs présents plus ou moins somptueux, bouteilles de grand cru, livres d'art, objets de décoration raffinés. Marcel recevait tout cela avec une humilité de façade qui trompait manifestement son monde. Et puis son regard s'est posé sur moi avec ce sourire narquois que je connaissais si bien, « Et toi ma chère Claire, tu n'aurais pas quelque chose de spécial pour moi ?» Toute l'assistance s'est tournée vers la pauvre vieille tante un peu demeurée, attendant probablement que je lui offre un tricot fait main ou des confitures de mon jardin. J'ai souri le plus doucement possible et j'ai sorti ma petite télécommande magique de mon sac à main discret. Mon cadeau à moi, Marcel, j'ai déclaré d'une voix claire qui a surpris plus d'un invité par sa fermeté soudaine, c'est quelque chose que tu n'oublieras jamais, la vérité toute nue. Et j'ai appuyé sur le bouton rouge de ma télécommande en fixant mon frère droit dans les yeux. L'écran géant s'est illuminé et les premières images de mon diaporama de la justice sont apparues sous les yeux médusés de l'assistance entière. Les premières captures d'écran montraient les messages WhatsApp entre mes enfants et Marcel, avec leurs mots terribles affichés en caractères énormes que personne ne pouvait ignorer, elle ne comprendra jamais, cette vieille folle. On mérite cet argent plus qu'elle. Une femme pareille peut pas gérer un patrimoine. C'est le moment parfait pour la faire interner. Un silence de plomb, lourd de stupéfaction et de malaise, s'est abattu sur la salle comme une chape de plomb. Marcel est devenu livide en quelques secondes. Sylvie et Thomas regardaient l'écran avec des yeux exorbités, n'arrivant pas à croire que leur conversation privée s'étalait ainsi devant tout le village. Mais ce n'était que le tout début de ma présentation vengeresse. Le pire était encore à venir, et ils allaient le découvrir dans quelques instants sous les regards stupéfaits de toute notre communauté. L'enregistrement audio de Marcel expliquant comment il avait systématiquement manipulé Pierre a retenti dans les haut-parleurs avec une clarté parfaite. Sa voix, reconnaissable entre mille, révélait à tous les invités ébahis comment il avait empoisonné l'esprit de son propre beau-frère avec des mensonges éhontés pour le convaincre de modifier son testament. Les détails sordides de sa manipulation psychologique se déroulaient implacablement sous les yeux horrifiés de l'assistance. Puis sont apparues méthodiquement toutes les preuves accablantes de ses détournements dans l'association caritative. Facture de ses voyages aux Seychelles payés avec l'argent des pauvres, virements suspects vers ses comptes personnels, fausses déclarations aux autorités de tutelle, tout y était noir sur blanc. L'homme respecté et admiré de tout le canton n'était qu'un vulgaire escroc qui s'enrichissait sur le dos des plus vulnérables de notre société. Le maire s'est levé brusquement, le visage rouge de colère et d'indignation. Monsieur le curé a quitté sa chaise en secouant la tête avec dégoût. Plusieurs invités ont commencé à se diriger vers la sortie, écœurés par ce qu'ils découvraient sur un homme qu'ils admiraient depuis des années. Mais ma présentation était loin d'être terminée, et personne n'échapperait au spectacle de la vérité jusqu'au bout. La suite du diaporama s'est attaquée systématiquement à mes chers enfants. Toutes leurs dettes secrètes se sont étalées sous les yeux de leurs conjoints respectifs,
les 3 crédits à la consommation de Sylvie pour financer son train de vie démesuré, l'échec commercial de Thomas soigneusement dissimulé à sa femme, leurs mensonges constants sur leur situation financière réelle. Mais le clou du spectacle concernait leur vie privée pourrie. Les photos de Gérard en compagnie de sa jeune maîtresse parisienne sont apparues sur l'écran géant, immortalisant leurs étreintes passionnées dans des lieux publics. Sylvie découvrait en même temps que toute l'assistance l'existence de cette liaison qu'elle soupçonnait vaguement mais qu'elle préférait ignorer. Son mari la trompait depuis 2 ans avec une étudiante en art dramatique à qui il payait un appartement et des cours privés avec l'argent du ménage familial. Thomas, de son côté, voyait s'étaler devant sa femme Nathalie tous ses échecs professionnels qu'il lui avait soigneusement cachés. La faillite imminente de sa société, les clients mécontents qui refusaient de payer ses prestations bâclées, les dettes qui s'accumulaient dangereusement, tout était révélé avec une précision chirurgicale. Sa réputation d'entrepreneur brillant s'effondrait en temps réel sous les regards ébahis de sa femme et de ses amis. Mais le clou absolu de ma présentation, celui qui devait faire comprendre à tous l'ampleur de leur méprise monumentale, c'était ma dernière diapositive. Un document officiel de ma banque privée, certifié par huissier, confirmait que Madame Claire Rousseau, née Moreau, était désormais l'unique propriétaire de la maison de Marcel Dupont, la créancière principale de Sylvie et Thomas Martin, et la propriétaire du café de la place où nous nous trouvions tous à cet instant précis. Le montant de ma fortune personnelle s'affichait en bas de l'écran en caractères dorés, 18 600 000 € net d'impôts. Plus riche que tous les invités présents réunis, y compris le maire et les notables d'Aix venus spécialement pour l'occasion. La pauvre vieille folle qu'il s'apprêtait à faire interner était en réalité devenue l'une des femmes les plus fortunées du département. Le silence qui a suivi cette révélation était si intense qu'on aurait pu entendre le vol d'une mouche. Puis j'ai pris la parole d'une voix claire et posée qui contrastait violemment avec le ton hésitant que j'utilisais habituellement. Mesdames et messieurs, j'ai 65 ans et pendant toute ma vie, j'ai été une épouse dévouée et une mère aimante. J'ai élevé mes enfants seuls après la mort de leur père, j'ai aidé mon frère dans tous ses projets, j'ai consacré chaque minute de mon existence au bonheur des autres sans jamais rien demander en retour. Ma voix portait maintenant dans tout le café silencieux. En remerciement de ces décennies de sacrifices, vous avez comploté pour me faire passer pour démente, me faire interner de force, et voler l'héritage que mon mari m'a légalement légué en toute connaissance de cause. Vous pensiez que j'étais devenue gâteuse, que je ne comprenais rien aux subtilités financières modernes, que je serais une proie facile pour vos manipulations sordides. Marcel tentait désespérément de m'interrompre en balbutiant des excuses pathétiques et des explications confuses, mais j'ai levé la main pour lui imposer le silence. Vous vous trompiez lourdement sur toute la ligne. Non seulement j'ai découvert tous vos mensonges et toutes vos trahisons, mais j'ai aussi eu la chance extraordinaire de gagner 18 millions d'euros à la loterie nationale. Et pendant que vous complotiez lâchement dans mon dos, j'ai méthodiquement acheté vos maisons, racheté toutes vos dettes, et même acquis ce café où nous célébrons ce soir vos 70 ans. L'assistance était littéralement stupéfaite par ce retournement de situation absolument incroyable. Certains invités avaient commencé à partir discrètement, comprenant qu'il assistait à un règlement de compte familial qui ne les concernait aucunement. Mais la plupart restaient cloués sur leurs chaises, fascinés malgré eux par ce spectacle d'une intensité dramatique exceptionnelle. La transformation de la vieille Claire était si radicale qu'elle en devenait proprement saisissante. J'ai continué mon réquisitoire en plantant mon regard dans celui de mes enfants mortifiés. Sylvie, Thomas, vous qui rêviez de mettre la main sur l'héritage de votre père, vous allez maintenant découvrir concrètement ce que signifie perdre tout ce qu'on possède du jour au lendemain. Vos belles maisons avec piscine et jardin paysager ? Elles m'appartiennent désormais légalement. Vos multiples dettes qui vous empêchent de dormir ? C'est à moi que vous les devez maintenant. Vos projets d'avenir si soigneusement élaborés ? Ils dépendent entièrement de ma bonne volonté, et croyez-moi, après ce que j'ai entendu, ma générosité aura des limites très strictes. Marcel, dans un dernier sursaut pathétique, tentait encore de sauver la face en prétendant que tout cela n'était qu'un terrible malentendu, que j'avais mal interprété leur conversation parfaitement innocente, qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de me nuire. Mais les preuves accablantes étaient là, irréfutables, gravées dans le marbre numérique pour l'éternité. Ces dénégations sonnaient creux dans cette atmosphère chargée de tensions et de révélations explosives. Le maire, rouge de colère et d'humiliation publique, s'est approché de Marcel avec une fureur mal contenue.
Monsieur Dupont, lui a-t-il craché au visage, vous êtes immédiatement suspendu de toutes vos fonctions à l'association Les Amis des Aînés. Et une plainte pour détournement de fonds sera déposée dès lundi matin au procureur de la République. Votre comportement est une honte pour notre communauté et une insulte à toutes les personnes que vous prétendez aider depuis des années. Monsieur le curé, profondément choqué par tant de bassesse morale et de cupidité, a secoué sa tête blanche avec un dégoût manifeste avant de quitter la salle sans prononcer un seul mot. Son silence était plus éloquent que le plus virulent des sermons. En l'espace de quelques minutes, Marcel voyait s'effondrer définitivement la réputation sociale qu'il avait passé des décennies à construire pierre après pierre. Mes enfants, quant à eux, commençaient seulement à réaliser l'ampleur complète du désastre qui s'abattait sur leurs existences. Thomas s'est approché de moi avec un air suppliant en tentant un pathétique « Maman, il faut absolument qu'on discute calmement de tout ça », mais j'ai levé fermement la main pour l'arrêter net dans son élan. Il n'y a strictement rien à discuter, Thomas. Vous avez tous fait vos choix en parfaite connaissance de cause, sans la moindre contrainte extérieure. Maintenant, vous allez assumer pleinement les conséquences de vos actes et de votre trahison. La soirée s'est achevée dans une confusion indescriptible. Les invités sont partis un à un dans un silence gêné, certains me saluant respectueusement avec une considération toute nouvelle dans leur regard, d'autres évitant soigneusement de croiser mes yeux par embarras ou par lâcheté. L'ambiance festive avait fait place à un malaise palpable qui planait sur l'assistance comme un nuage d'orage. Marcel a tenté une dernière fois de me parler en privé, mais je lui ai simplement tendu une lettre cachetée que mon avocat avait préparée la semaine précédente. Elle l'informait officiellement qu'une plainte pour fraude, manipulation et détournement de fonds était déposée contre lui le lundi suivant. À 70 ans, il risquait plusieurs années de prison ferme, et son grand âge ne le protégerait aucunement de la justice républicaine. Emma, ma petite fille adorée, s'est approchée de moi juste avant de partir avec ses parents humiliés. Grand-mère, m'a-t-elle dit avec des larmes d'admiration dans ses beaux yeux verts, je savais bien que tu n'étais pas folle comme il le prétendait. Je savais qu'ils mentaient tous sur ton compte. Je l'ai serrée tendrement dans mes bras, cette enfant pure et innocente qui n'avait strictement rien à voir avec la méchanceté crasse de ses parents. Ne t'inquiète surtout pas ma chérie, lui ai-je murmuré à l'oreille avec toute la douceur dont j'étais capable, grand-mère va désormais s'occuper de tout. Tu ne manqueras jamais de rien et tu pourras toujours compter sur moi, quoi qu'il arrive dans cette famille dysfonctionnelle. Cette promesse, je comptais bien la tenir envers et contre tous les obstacles qui pourraient se dresser sur notre chemin. Les semaines qui ont suivi cette soirée mémorable ont largement confirmé que ma vengeance avait porté ses fruits bien au-delà de mes espérances les plus optimistes. Marcel a été arrêté à son domicile exactement 15 jours après sa fête d'anniversaire catastrophique. Les preuves de ces détournements massifs étaient si accablantes et si irréfutables que même le plus talentueux des avocats d'affaires n'aurait pu le tirer de ce mauvais pas. Le procès a été expédié en moins de 3 mois. Condamné à 5 ans de prison ferme sans possibilité de sursis, plus le remboursement intégral des sommes détournées majorées d'intérêts et de dommages-intérêts, Marcel s'est retrouvé ruiné et déshonoré pour le restant de ses jours. À 70 ans passés, il finirait son existence soit en prison, soit dans la misère la plus noire s'il survivait à sa détention. L'effondrement de mes enfants a été tout aussi spectaculaire et définitif. Sylvie a vu son mariage exploser en vol quand Gérard a découvert non seulement qu'elle connaissait l'existence de sa maîtresse parisienne depuis des mois, mais qu'elle s'en servait cyniquement pour obtenir plus d'argent de poche et financer ses propres caprices. Le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Sylvie, qui s'est retrouvée à la rue sans domicile fixe et sans aucune source de revenus du jour au lendemain. Thomas, de son côté, a vu sa femme Nathalie le quitter en emmenant leurs 2 enfants adolescents, définitivement écœurés par des années de mensonges constants sur leur situation financière réelle. Elle avait découvert avec horreur qu'au lieu d'être l'entrepreneur prospère qu'il prétendait être, son mari était un incapable chronique au bord de la faillite personnelle qui dissimulait ses échecs répétés derrière des façades et des artifices. Tous les deux ont naturellement tenté de me contacter pour négocier, s'excuser platement, obtenir mon pardon magnanime et ma clémence financière. Mais il était beaucoup trop tard pour les regrets et les remords de circonstance. Les mots cruels qu'il avait écrits sur mon compte, les plans sordides qu'il avait échafaudés dans mon dos, la facilité révoltante avec laquelle il m'avait trahi, rien de tout cela ne pouvait être effacé par quelques excuses larmoyantes motivées uniquement par leur détresse matérielle.
Le village entier a radicalement changé d'attitude envers moi du jour au lendemain, comme si une baguette magique avait transformé la réalité sociale environnante. Madame Dubois, la boulangère qui me servait avec une condescendance mal dissimulée depuis des mois, me proposait maintenant ses meilleurs croissants aux amandes avec un sourire obséquieux et des compliments appuyés sur ma bonne mine. Cette métamorphose soudaine était aussi pathétique qu'instructive sur la nature humaine. Monsieur le maire, le pharmacien qui prenait un air de circonstance quand je venais chercher mes médicaments comme si j'étais une pauvre créature diminuée, se montrait maintenant d'une sollicitude débordante, me demandant des nouvelles de ma santé avec un empressement qui frisait la caricature. Tous ces gens qui avaient gobé sans réfléchir les mensonges de Marcel découvraient brutalement qu'il fallait traiter la nouvelle millionnaire du village avec les égards dus à son rang social. Mais ma transformation personnelle ne s'est heureusement pas arrêtée à cette vengeance éclatante, aussi satisfaisante soit-elle. J'ai rapidement décidé d'utiliser ma nouvelle fortune considérable et ma liberté enfin reconquise pour donner un sens véritablement positif et constructif à cette seconde partie de mon existence. Le café de la place, qui m'appartenait désormais en pleine propriété, je l'ai entièrement rénové et transformé en centre d'accueil pour personnes âgées maltraitées ou abandonnées par leurs familles indifférentes. L'ironie du sort voulait que l'endroit précis où ma propre famille complotait contre moi devienne un refuge chaleureux pour toutes celles qui vivaient des situations similaires à la mienne. J'ai embauché une équipe de professionnels compétents et bienveillants, une assistante sociale expérimentée, une psychologue spécialisée dans l'accompagnement des personnes âgées, une infirmière à mi-temps pour les soins courants. Nous proposions des activités variées, des ateliers créatifs, un service de restauration adapté aux besoins spécifiques de cette population fragile. En quelques mois seulement, notre centre était devenu une véritable référence dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les demandes affluaient de partout, les témoignages de reconnaissance nous parvenaient quotidiennement, les autorités de tutelle nous citaient en exemple. J'avais enfin trouvé ma vraie vocation, celle qui donnait un sens profond à ma richesse nouvelle et à mon expérience douloureuse de la trahison familiale. L'association caritative Les Amis des Aînés que dirigeait Marcel, une fois entièrement nettoyée de ses malversations et assainie dans sa gestion, j'ai proposé de la reprendre intégralement et de la refinancer avec mes propres deniers. Avec mes moyens financiers considérables, nous avons pu décupler nos actions de terrain et notre impact social. Livraison de repas chauds à domicile, aide aux courses quotidiennes, accompagnement dans les démarches administratives complexes, soutien psychologique personnalisé, tout ce qui manquait cruellement aux personnes âgées isolées de notre région était maintenant disponible gratuitement. Ma nouvelle vie sociale s'avérait épanouissante d'une façon que je n'avais jamais connue auparavant, même dans mes plus beaux rêves de jeunesse. Pour la première fois depuis des décennies, je côtoyais des gens qui m'appréciaient sincèrement pour ce que j'étais vraiment et non pour les services que je pouvais leur rendre ou l'argent qu'ils espéraient tirer de moi. Des bénévoles passionnés et désintéressés, des professionnels dévoués à leur mission humanitaire, des personnes âgées pleines de sagesse et d'expérience de vie. J'avais enfin trouvé ma vraie famille, une famille choisie par affinité et par valeur commune plutôt que subie par les hasards de la génétique. Ces relations authentiques et respectueuses me comblaient infiniment plus que les rapports hypocrites et intéressés que j'avais entretenus pendant des années avec mes proches biologiques. La qualité de ces nouveaux liens sociaux me faisait presque oublier la douleur de la trahison familiale. Emma continuait à me rendre visite très régulièrement au centre d'accueil, malgré l'opposition farouche de ses parents humiliés. Cette adolescente intelligente et sensible était visiblement fière de sa grand-mère qui avait su se défendre avec brio et reconstruire brillamment sa vie sur de nouvelles bases. Elle m'aidait souvent dans l'organisation des activités récréatives, et je lisais dans ses yeux une admiration sincère qui me touchait profondément au cœur. Au moins une personne de ma famille biologique restait digne d'amour et de respect mutuel. Emma représentait l'espoir d'une réconciliation possible avec les valeurs humaines authentiques, par-delà les mesquineries et les cupidités qui avaient gangrené le reste de notre lignée. Je me promettais de tout faire pour préserver cette relation précieuse et l'aider à construire sa personnalité sur des bases saines. Parfois, au détour d'une rue du village ou sur le marché hebdomadaire, j'apercevais furtivement Sylvie ou Thomas qui tentaient de se faire discrets. Ils avaient vieilli de 10 ans en quelques mois à peine. L'humiliation publique, les divorces douloureux, les difficultés financières insurmontables, tout cela les avait physiquement marqués et moralement brisés. Ils détournaient systématiquement le regard quand ils me croisaient, visiblement incapables de supporter le poids de leur remords et de leur honte. Je ne ressentais plus aucune colère envers eux,
juste une forme de pitié condescendante pour ces adultes qui n'avaient manifestement jamais appris les valeurs fondamentales de la loyauté familiale et du respect filial. Leur déchéance morale et matérielle était la conséquence logique et inéluctable de leurs choix égoïstes. Ils récoltaient exactement ce qu'il avait semé avec tant d'inconscience et de méchanceté gratuite. Marcel, quant à lui, je ne l'avais évidemment pas revu depuis son arrestation spectaculaire et son incarcération à la prison des Baumettes de Marseille. Mais j'avais appris par Emma, qui captait les ragots familiaux malgré elle, qu'il croupissait dans une cellule exiguë en compagnie de détenus de droit commun qui ne lui manifestaient aucune considération particulière pour son grand âge ou ses prétentions bourgeoises passées. Ses anciens amis influents l'avaient tous abandonné sans la moindre hésitation dès l'éclatement du scandale. Sa réputation était définitivement ruinée dans tous les milieux qu'il fréquentait autrefois. L'homme qui se prenait pour un notable respecté et respectable finirait ses jours comme un vulgaire détenu méprisé par ses codétenus quand ils apprendraient les détails sordides de ses crimes contre les plus vulnérables. Aujourd'hui, exactement 2 ans après cette fameuse soirée d'anniversaire qui a changé le cours de toutes nos existences, je peux affirmer en toute sérénité que ma vengeance a été parfaitement réussie. Non pas tant parce qu'elle a détruit mes ennemis familiaux, ce qui n'était finalement qu'un objectif secondaire, mais surtout parce qu'elle m'a permis de me reconstruire entièrement sur des bases infiniment plus solides et gratifiantes. J'ai maintenant 67 ans et je peux sincèrement dire que je n'ai jamais été aussi heureuse, aussi libre, aussi respectée et aussi utile socialement. Ma fortune considérable me donne certes les moyens financiers de réaliser toutes mes ambitions philanthropiques, mais c'est surtout ma force de caractère enfin révélée et assumée qui fait toute la différence dans ma nouvelle existence épanouie. Le centre d'accueil fonctionne à la perfection et nous recevons maintenant des demandes de partenariat de toute la France métropolitaine pour créer des structures similaires dans d'autres régions. J'ai même été officiellement invitée à témoigner devant une commission parlementaire sur la maltraitance des personnes âgées en France. Moi qui étais considérée comme une vieille femme diminuée et transparente, je suis devenue une référence nationale reconnue dans la lutte contre l'isolement et l'exploitation de nos aînés. Cette expérience douloureuse mais finalement libératrice m'a définitivement appris que la vraie force intérieure ne provient ni de l'argent ni du pouvoir social, mais de la connaissance approfondie et de l'acceptation sereine de sa propre valeur humaine intrinsèque. Pendant des décennies entières, j'avais laissé ma famille me convaincre insidieusement que j'étais une personne insignifiante et transparente, que mon seul rôle légitime dans l'existence était de servir les autres et de me taire respectueusement. Cette période sombre et humiliante de ma vie est maintenant définitivement close et enterrée. Je suis désormais Claire Rousseau, femme d'affaires accomplie, militante associative respectée, mécène généreuse, et je ne permettrai plus jamais à qui que ce soit de me manquer de respect ou de ternir ma dignité reconquise. Ma vengeance parfaite n'était finalement pas de détruire ceux qui m'avaient causé tant de souffrance, mais de leur démontrer de manière éclatante qu'ils s'étaient lourdement trompés sur toute la ligne. La petite vieille méprisée qu'ils prenaient pour une proie facile était en réalité infiniment plus intelligente, plus riche, plus respectée et plus influente que tous réunis. Et maintenant, chaque matin en me levant dans ma magnifique Bastide rénovée avec vue panoramique sur la montagne Sainte-Victoire, entourée de collaborateurs compétents et d'amis sincères qui m'estiment pour mes qualités réelles, je me répète cette vérité libératrice: la vie peut vraiment commencer à 65 ans passés, à condition d'avoir le courage et la détermination de la saisir résolument à pleine main.